À Béziers, dans l'Hérault, le grand départ approche pour Nelly Gerby, 18 ans, et son petit frère Willem, âgé de 16 ans. Nelly, j'espère qu'il y aura Linda quand même. Tu crois? Cet été, ils passeront leurs vacances en Tunisie, leur pays d'origine. Pour l'occasion, leur mère Sally leur offre une virée shopping. Bonjour Béa. Prépare pour le départ? Ben oui, Ouais. ouais, c'est bientôt. Donc, ah ben Nelly, ça y est, hein, je vois que... Nelly. Oui. En cette saison, comme toutes les jeunes filles, Nelly apprécie de porter des tenues légères. Mais sa mère va rapidement freiner ses ardeurs. Mais non, Nelly, attends. Nelly, c'est un combi short, ça. Bébé, Tu vas le mettre à la plage? j'aime bien les trucs fins, moi. Comme ça et tout. Mais là, Ouais, là, tu vas être obligé de mettre un top. Tu sors pas comme ça. Ah ben oui, Nelly. Oh, t'es pas à Las Vegas, là. Hein? Nelly, pas. Pas les shorts. Ben non, pas de short. Willem, qu'est-ce que t'as trouvé? Pour son frère Willem, le shopping est bien moins contraignant. Garçons et filles ne sont pas logés à la même enseigne. T'as pris des shorts? J'ai pris qu'un short, je t'attendais. Quand on est ici, elle peut se permettre de s'habiller comme elle veut. Maintenant, quand on va en Tunisie, il faut qu'elle quand même, le moindre de respect, rien que par rapport, je vous dis, à ses cousines, aux gens, aux grands-parents, je peux pas lui permettre de s'habiller comme elle veut. Par rapport aux personnes là-bas, ils ne regardent pas pareil qu'en France, ils n'ont pas la même vision. Donc voilà, il faut se tenir. Nelly, dans le village, il n'y a pas des filles en fait qui portent des shorts comme ça. C'est pas possible. Pour eux, c'est inconcevable de voir une fille en short. Je sais ça, je comprends. Mais toi, t'as pas la même mentalité vu que tu es née Oui, ici. moi, j'habite pas là-bas, je suis en vacances, je vois pas pourquoi. C'est sûr qu'il y a le respect et tout, mais bon, faut pas abuser, quoi. Un compromis est finalement trouvé. Ça y est, c'est tout? Vous avez dévalisé le magasin, c'est bon? Sally n'est pas trop regardante à la dépense. Ça va, j'ai acheté ce qu'il y a, moi, tranquille. Il faut dire qu'elle et son mari ont bien réussi. Il y a 3 ans, ils sont devenus propriétaires de ce confortable pavillon. Une maison qui fait la fierté de Lotfi, le chef de famille, car elle est l'aboutissement de toute une vie de travail. À 46 ans, Lotfi est à la tête d'une entreprise de peinture et sa femme gère un institut de beauté. Tu peux le faire, ça? Mais donc, je le fais, Bah oui, mais il fallait le faire ce matin. ce matin, Ouais. Tu dormais. Comme la plupart des 600 000 immigrés tunisiens, Lotfi a démarré comme simple ouvrier. C'était il y a 30 ans. Il est désormais citoyen français. Bon, ça va. elle est lourde. Le départ est dans quelques jours. Et lorsqu'on prépare ses valises pour le bled, on se doit de les remplir à ras-bord. Il faut faire le plein de cadeaux. Pour Tati, tout ça, Pas petit t-shirt, voilà, 10 Willem. Ouais, Il adore il sera heureux. Zidane, donc bah oui. T'as dit quoi, Willem? Mais pas, on y va une fois par an. Donc, oui, c'est... Et donc ça leur fait plaisir, surtout qu'ils n'ont pas la même chance que nous. C'est-à-dire Ben, on habite une grande maison, on n'a pas le droit de se plaindre comparé à eux, on manque de rien. Donc leur ramener un cadeau, surtout des habits de France, ben, ça leur fait énormément plaisir. Des habits de France. Maquillage, vêtements, chaussures, que du neuf. Au total, plus de 400 € de marchandises. Celle-là, on la trouve en Tunisie. Oui, c'est le fait qu'elle arrive de France, c'est tout. Ils se disent quoi? Waouh. Ben, ils disent waouh, J'ai des une habits, belle- j'ai- Voilà, ils vont marcher, ils vont dire ben, tu vois, ma tati, elle m'a ramené ça De France. Voilà, elle m'a ramené ça et ils sont heureux. Vous sentiriez comment en fait si vous arriviez les mains vides? Surtout mal à l'aise envers les gens, ils vont me regarder, ils vont me dire bon, ben, tu viens de la France et tu nous ramènes rien. C'est un devoir et une obligation, enfin les deux. Peu importe ses moyens, l'immigré incarne l'image de la réussite. Maman? Oui. Regarde. Oh, c'est génial, elle est est belle. super. Une image qu'il faut soigner, surtout quand il s'agit de la réputation de la famille. Willem, le petit frère, est d'ailleurs très soucieux de la préserver. Ben, si, tu la prends, Par c'est exemple, joli, cette robe rose n'a pas sa place dans la valise. Certains Tunisiens pourraient la trouver provocante. Pour une couleur, eh ben, ils peuvent changer, ils peuvent prendre une personne pour ce qu'elle n'est pas. Voilà. Qu'est-ce qu'ils pourraient penser de ta sœur habillée en rose par exemple?
Mais pas un rose, ce rose bonbon comme ça, que c'est une fille facile, qu'elle est, je sais pas comment... Ils ont rien à dire, ils ont rien à dire. Ils ont rien à dire, mais ils disent, tu le sais très bien. Moi, je m'en fous de ça. Mais voilà, mais ils disent. Ne dis pas qu'ils disent pas, ils parlent pour rien, tu sais très bien. Tu vois rien, moi j'entends tout, je suis avec eux, tu vois. C'est bon. Ouais, on est d'accord, c'est bon. À chaque départ en Tunisie, Nelly se voit dicter ses tenues par son petit frère, ce qu'elle supporte de plus en plus mal. Quand il est ici, il me juge jamais de ma façon comment je m'habille. Il me juge jamais quand je sors. Et quand j'arrive là-bas, il me juge. Il me dit ouais, arrête de t'habiller trop ça parce que les garçons ils te draguent trop et tout. C'est flatteur de leur part. Mais moi je vois pas où est le mal qu'on se fasse draguer quoi. En Tunisie, les prétendants de Nelly ne manqueront pas. Quelques jours plus tard, sur le port de Marseille, les gerbils s'apprêtent à traverser la Méditerranée pour rejoindre l'autre rive. Comme Nelly et sa famille, ils sont près d'1 million chaque été à prendre la route, direction le Maghreb. Dès l'arrivée des beaux jours, les immigrés entament cette grande migration vers le sud, ce retour aux sources incontournable. Pour eux, ce sont souvent les seules vacances de l'année. Un moment important de retrouvailles avec sa famille, ses origines, sa terre. Plus de 12 millions d'immigrés et d'enfants d'immigrés en France. Autant de vacances différentes. Nous suivrons Rosalie, qui fait chaque année le voyage en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Là-bas, la seule émigrée de la famille doit afficher sa réussite, à n'importe quel prix. David, fils et petit-fils de Portugais, lui aussi rentre au pays tous les mois d'août depuis qu'il est né. Car comme un Français sur 4, un de ses parents est né à l'étranger. Comment Rosalie, Nelly et David vivent-ils leur double identité? Que signifie pour eux ce rituel estival? Comment sont-ils perçus dans le pays de leurs racines? Les Molières, une petite ville d'Essonne en région parisienne. Premier week-end d'août, l'heure des vacances pour David. Cet étudiant en commerce de 21 ans est à quelques minutes du grand départ direction le Portugal, un pays que David a dans le sang. Donc bah voilà, ça c'est un peu ma chambre. Donc dès que je me lève le matin, il y a du Portugal un peu partout, du matin au soir, que ce soit pour me lever le matin ou pour me coucher le soir, c'est toujours dans cette ambiance-là. Donc, L'été au Portugal, David ne le raterait pour rien au monde. Plus que de simples vacances, c'est un retour aux sources incontournable. Mes amis, ils disent tous, mais t'es bizarre, pourquoi tu veux pas changer, pourquoi tu veux pas voir autre chose, c'est bien de découvrir autre chose, peut-être que t'aimeras autre chose, etc. Mais bon, moi je leur dis, pour moi c'est pas possible, mes vacances c'est là-bas et c'est pas autre part. Cet amour du pays, David le doit à sa mère, décédée des suites d'un AVC alors qu'il avait 15 ans. Et là alors, c'est qui? Donc voilà, en fait, je suis d'origine portugaise du côté de ma mère. En fait, c'est elle qui a été portugaise. C'est elle qui m'a fait découvrir le pays. C'est elle qui m'a emmené tous les ans, donc qui m'a fait aimer le pays. Elle est plus là pour venir avec moi, mais du coup, le fait d'y retourner, de voir ma famille de son côté, voilà, on va dire que ça comble un peu le manque que j'ai d'ici d'elle, en fait. Voilà. Pour fuir la dictature du général Salazar, Josefa Mansou est arrivée en France avec sa famille à l'âge de 15 ans. Comme beaucoup de ses compatriotes, elle est devenue femme de ménage, car à l'époque, les traditionnelles bonnes à tout faire bretonnes se raréfient. Cette année, David part seul sans son père pour retrouver ses grands-parents. Il fera le trajet avec son cousin Jérôme. Enfin! Ça va quoi? Fais la bise, fais la bise. Bon vas-y, t'es chaud là? T'es pas trop fatigué? Non. Apparemment il y a trop de monde sur la route, c'est relou. David et Jérôme sont originaires du même village dans le nord du Portugal, Foios. Un village qu'ils aiment tellement que cette année ils ont décidé d'organiser de A à Z sa fête annuelle. Ah bah ouais, c'est l'année cruciale on va dire.
C'est l'année où on a organisé un événement pendant 1 an et du coup, on va tout faire pour que ça se passe au mieux, quoi. Voilà, ça va être le moment de vérité. Le défi est de taille. La fête de Foyous, c'est le spectacle tauromachique qui fait la fierté de tous les habitants du village. Arrivé, 7h18. Bon bah, voilà, on va rouler toute la nuit. Hein. De l'Île-de-France à Foyous, 1500 km de voyage. Ce trajet, des centaines de milliers d'immigrés le connaissent par cœur. La communauté portugaise est la plus importante population d'origine étrangère en France. Tous partent au mois d'août, la saison des fêtes. Retour au cœur des traditions. Le Portugal. À quelques kilomètres de la frontière espagnole, la terre aride de la Beira Alta. Cette région est le berceau de la famille de David. Avec 400 habitants à peine, le village de Foyous est habituellement désert, mais l'été, sa population triple. Les enfants d'immigrés sont de retour pour le plus grand plaisir de leurs grands-parents. Sur la place du village, le bistrot est en ébullition. Comme David, des dizaines d'immigrés sont arrivés dans la nuit. Ça va? Oui, toi, ça va, David? Bien, bien. T'as fait bon voyage? Très bien. bien. Ouais, bon, ça va alors. Tu bois un coup, ça y est? Ici, inutile d'être bilingue pour se faire comprendre, les Français sont partout. Bon, toi aussi, tu bois un coup? Ça va, David? Tu vas bien? Ricard? On va boire un petit coup. Donc lui, il habite à Ayer, c'est dans le 91. Lui, il habite aussi à côté, Mongeron, je crois. Ayer aussi? Ayer, 91. Bah, tous ceux-là, en fait, ils sont tous de la même famille, donc du coup, ils habitent tous à côté. Ah, Clermont-Ferrand à côté. C'est la petite France. On retrouve la petite France. Tous les mois d'août, on se retrouve tous là, c'est sympa. Impeccable, les copains, on boit le coup, on mange, on passe des bons moments, on s'amuse, on danse, on fait la fête, la corrida, voilà, tout ça. Les jeunes Français se retrouvent ici chaque été, depuis leur plus tendre enfance. Au fil du temps, ces vacances au pays les ont soudés. Les copains sont devenus une grande famille. Allez, Jérôme! Tous les ans, plongeons au cœur de leurs racines, loin de leur vie citadine. Pour David et Jérôme, cette année, la détente sera pourtant de courte durée. Massy-Palaiseau, en banlieue parisienne. Rosalie tresse sa première cliente de la journée. Originaire de Côte d'Ivoire, elle a posé ses valises ici, il y a maintenant 13 ans. Il faut que ça me fasse jeune fille, hein, quand même. C'est ce que je vais essayer de faire. Comme Brigitte Bardot avec sa petite coupe. Oui. Ah, mais dis donc. C'était Bardot, hein. Les rêves sont permis, hein. Rosalie est auxiliaire de vie. Elle coiffe ses amis pour arrondir ses fins de mois. Avec les Ivoiriennes, un seul sujet de conversation, le retour au pays. Non, tu vas quand, Abidjan? Je pars le 27 avril. 27 novembre. Quand on va, on décompresse aussi, quoi. On va se ressourcer, on décompresse, ouais. Voir la famille. Ouais. C'est Abidjan. perroquet, elle répète tout. Abidjan. Abidjan, c'est comment? Dans quelques jours, Rosalie retrouvera ses proches en Côte d'Ivoire. À 48 ans, cette mère célibataire a passé les 35 premières années de sa vie en Afrique. Désormais, ses 3 enfants sont autonomes financièrement. Mais au pays, ses proches manquent de tout, alors pour les aider, elle travaille jusqu'à 70 heures par semaine, sans aucun jour de repos. Mais de moi aussi, pouvait vraiment... Bon, aujourd'hui, c'est elle seule, c'est pas difficile, mais souvent, j'ai 2 ou 3 clientes le soir qui m'attendent. Donc, je les coiffe jusqu'à 2 h du matin, 3 h. Alors après ça, je suis KO, il faut se réveiller à 8 h, repartir. C'est pas facile. Rosalie gagne 1 300 € par mois, près de la moitié part en Afrique. Je suis la seule fille en Europe. Parce que ma petite sœur qui est décédée, elle m'a laissé 2 enfants. Et je suis la seule à m'occuper. Ma mère, elle ne peut rien faire.
Je fais ce que je peux pour les aider. Rosalie ne se contente pas d'envoyer de l'argent au pays. Dès qu'elle le peut, elle écume les brocantes de la région avec son amie Abalé, à la recherche de cadeaux. Abalé, voilà un manteau pour toi. Aujourd'hui, elle doit en acheter un maximum car le départ approche et pas question d'arriver les mains vides. Bonjour. Ça, c'est pour un petit garçon. C'est un garçon, oui. Et c'est combien 2 €. Arrangez-moi, je vais prendre beaucoup. C'est quelle histoire? Rosalie achète des dizaines de vêtements pour enfants. Une fièvre acheteuse qui a son explication. Oui. Dans mon ethnie, dans ma langue du village à moi, les Blancs, on les appelle les Blofouets. Blofouets, ça veut dire les hommes du paradis. Donc quand tu viens dans le pays des hommes du paradis et que tu ramènes rien, c'est que vaut mieux rester. Voilà. Donc comme je viens du pays du paradis, je ramène des choses. Voilà. Et là, tout le monde est content. Ce matin-là, elle dépense plus de 200 €. Ses présents vont venir s'entasser dans son appartement, déjà bien rempli. Là, c'est un Molinex, mixeur. Là, c'est des habits. Là, des habits et des chaussures et des robinets. Le lustre pour mettre à la maison. Au moins, ça a fait plaisir à ma maman. Elle va voir que c'est doré. En tout, plus de 300 kilos de babioles achetées ou récupérées. Une société spécialisée s'apprête à les expédier par bateau. Cette année, la cargaison est particulièrement lourde. Ça, c'est les tenues vestimentaires. J'espère qu'au moins tout le monde aura quelque chose parce que ça fait longtemps que je ne suis pas encore partie. D'accord. Donc voilà. Là-bas, c'est rentré. Voilà, appuie pour fermer. Appuie. Voilà. Si Rosalie est pressée de rentrer, elle est également très stressée. Car l'immigré le sait, sur place, on attend beaucoup d'elle. Ah, fais attention à ça. Faut pas casser. Ma maman a besoin de ça. Ça, là, c'est important. Ces 300 kilos de bagages mettront des semaines pour arriver à destination. À 10 000 mètres d'altitude, nous retrouvons Rosalie, plus impatiente que jamais. Cela fait près d'1 an qu'elle n'a pas revu ses proches restés au pays. 1 an qui lui a paru une éternité. Moi, c'est ma vie, la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. En France, je suis immigrée. Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Je fais 2 choses différentes. Donc, je préfère être ivoirienne que d'être immigrée. Voilà. Là, je rentre chez moi. 8000 km séparent Paris d'Abidjan, sa ville natale. Après 7 longues heures de vol, la voilà enfin de retour dans le berceau familial. Ses amis d'enfance sont venus l'accueillir avec des fleurs. Ça va la vieille? Oui, Il y a Suzanne et aussi Fatou, qui attendent l'enfant du pays depuis plusieurs heures. Chez vous, il fait froid. Hein? Là, je sens la chaleur. Je suis contente que tu sois chez moi. C'est la joie. La joie de Rosalie et le bonheur de ses amis. Plus qu'une copine, Rosalie est aussi une benguisse désormais. Une émigrée censée avoir fait fortune. Ah oui, c'est une bonne béguisse, donc on va travailler un peu sur nous. Ici, c'est comme ça, on dit, hein. Tu travailles sur toi, il travaille. Tu as vu la mentalité? Des billets de 5 000, 10 000, 1000 francs, mais pas de jetons. Tu as vu ça? D'accord. Que Dieu vous entende. Donc, quand moi j'arrive, c'est que c'est les millions qui sont là. Voilà. C'est bien. La béguisse. Voilà. Expérimentée. Voilà. C'est bien. Ici, c'est la règle du jeu. Rosalie va être mise à contribution pendant tout son séjour. Sur le bateau qui les emmène de Marseille en Tunisie, les gerbis savourent eux aussi leurs premiers instants de vacances. Si pour les parents, ce retour au bled est incontournable, comment Nelly et Willem, nés en France, vont-ils le vivre? Après 24 heures de traversée, l'autre fille, sa femme et ses enfants atteindront enfin le port de Tunis, puis Beni Khaled,
le berceau de leur famille. Comme chaque année, ils arrivent sous un soleil de plomb. Pourtant, la Tunisie d'aujourd'hui n'est plus tout à fait la même. Elle a connu de grands bouleversements. C'était il y a 3 ans, en janvier 2011. La révolution de Jasmin embrasait tout le pays. En 28 jours, le dictateur corrompu Ben Ali est chassé du pouvoir après 24 ans de règne. Du jamais vu au Maghreb. Les salafistes font alors leur apparition sur la scène politique, plus décomplexés que jamais. Ils remportent même la majorité à l'Assemblée. Depuis, s'ils ont dû céder le pouvoir en début d'année, les islamistes n'ont jamais été aussi présents dans la société. Comme tous les immigrés tunisiens de France, inquiets, Lotfi a suivi les événements à distance. Oh, il fait chaud. Alors, quand il retourne au bled, c'est avec un pincement au cœur particulier qu'il embrasse sa maman. Nelly, quant à elle, retrouve sa cousine chérie, Fatma. Avec sa cour intérieure, cette maison typique du Maghreb a été financée en grande partie par Lotfi. Aujourd'hui encore, il envoie à sa famille près de 200 € tous les mois. C'est mon petit frère. Aîné de 4 enfants, le père de Nelly est issu d'une famille d'agriculteurs très modeste. C'est dans cette pièce que la famille Gerbi doit séjourner le temps des vacances. Un confort minimum auquel ils ont dû s'habituer chaque été. L'année prochaine, ils espèrent pouvoir profiter de leur nouvelle villa en pleine construction, quelques mètres plus loin. Lotfi et sa femme ont acquis ce terrain de 4000 m² pour seulement 50 000 €, bien moins cher qu'en France. Ah mais j'ai trop hâte d'être à ma chambre et tout, oh là là. Mais je bougerai pas, je pense que je passerai les vacances chez moi, je bougerai pas de chez moi. L'autre-fille a vu les choses en grand. Un pavillon de 500 m², 2 terrasses, une piscine, de quoi passer des vacances de rêve. C'est une suite que tu as, parce que tu as une grande salle de bain, tu as un petit salon. L'autre fille espère ainsi séduire ses enfants et les convaincre de revenir chaque année au pays, dans cette maison secondaire. Moi, je suis en haut et toi, t'es en bas. Ah, comme ça, la piscine. Ça, leur deuxième pays, c'est la Tunisie. Au moins de venir ici avec ses amis. Là, on passera de bonnes vacances. Ils auront, oui, parce que Nelly aura sa chambre. Ils auront le confort, quoi. Sa chambre. Une villa de rêve que l'autre fille a aujourd'hui les moyens de s'offrir après 30 ans de travail en France. S'il a quitté la Tunisie dans les années 80, l'aîné de la famille s'est toujours fait un devoir de soutenir financièrement ses parents. À 14 ans déjà, après les cours, il vendait au marché des figues de Barbarie. Oh, ça fait des années que je n'ai pas fait. Ah, je te prends une photo pour le coup, je te prends une photo là, c'est un exploit là. Voilà. Tourne, il t'a dit. C'est ça. Attends, j'ai perdu le coup de main. Non, c'est pas comme ça là. Voilà. Avec c'est pas évident. Non, c'est pas ça. Mince. S'il a perdu le coup de main, l'autre fille n'a en revanche rien oublié de cette époque. C'est devenu un rituel auquel les enfants ne peuvent échapper, la visite guidée de sa maison d'enfance. L'autre fille, ses parents, ses 3 frères et sœurs, tous vivaient dans cette seule et unique pièce de 20 m². Bon, ici, c'est le lit. Ici, c'est le lit de mes parents. Alors, mon père et ma mère, ils dormaient ici. Et vous dormez en dessous? Moi, en dessous, je dormais, moi et mon frère. Moi, je suis là avec mon frère en dessous, et ma soeur et mon petit frère à côté. C'est la cuisine. Mais comment, non, mais honnêtement, comment t'as fait pour dormir On a fait comme on a pu. On se connaît la tête des fois quand on fait un cauchemar. Hein. On se lève la nuit, bam, pouf. Oui, quand ils avaient 6 à 8 ans. Beaucoup de pudeur derrière son sourire. Mais de ces conditions de vie spartiates, 30 ans après, l'autre fille garde un souvenir marquant. C'est une misère, quoi. C'était difficile quand, pour lutter contre la pauvreté, c'est pas évident. Ouais, surtout l'hiver. Bon, l'été ça va, mais l'hiver on souffre beaucoup.
On n'a pas d'eau chaude, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Une prise de conscience pour les 2 adolescents français. C'est bien là l'objectif de leur père. Moi, je trouve que la génération d'aujourd'hui, ils sont très gâtés, ils veulent tout près, ils veulent gagner de l'argent facile. Comme ils sont nés dans le confort, pour recommencer de nouveau, c'est-à-dire descendre plus bas que leur niveau et repartir, pour eux, c'est très difficile. Pour moi, c'est des feignants. Ne pas oublier d'où l'on vient, réussir à la force du poignet. Autant de valeurs que l'autre fille souhaite transmettre à ses enfants. Le lendemain, chaleur écrasante à Beni Khaled. Nous sommes en période de Ramadan, un mois de jeûne chez les musulmans. En journée, c'est le calme plat. Alors que Willem profite de sa grand-mère, l'ambiance de plomb commence déjà à lasser sa sœur, Nelly. Elle s'ennuie. À l'abri des regards, elle grignote. Tant pis pour le Ramadan. Quand je le fais, je me sens trop faible et je peux pas rester sans manger. J'ai besoin de manger, je peux pas faire. Perso, je me sens pas prête. Nelly se sent exclue car à la différence de son frère qui maîtrise le tunisien, elle a du mal à suivre les conversations. Mes cousins, ils parlent arabe et ça me saoule parce que je les comprends pas. J'aimerais parler arabe comme je parle français, naturellement, et ça m'énerve pas. Et c'est vrai que je me sens un peu pas à ma place, quoi. Elle ne se sent pas à sa place, mais ne fait pas vraiment d'efforts pour s'acclimater. L'adolescente ne serait-elle qu'une touriste dans son pays d'origine. En tout cas, certains codes lui échappent et elle va en faire les frais. Sa mère lui a donné rendez-vous dans une boutique du centre-ville. En France, le shopping est leur activité préférée, mais ici, traverser une rue va devenir une épreuve. Viens Nelly, attends 5 minutes. C'est pas grave. On va le filmer encore. C'est normal en fait, on crée les meutes, on va dire. Allez, on y va. Une pluie de klaxons et des cris qui leur sont spécialement adressés. Nelly et sa mère ne passent pas inaperçues. Il faut dire que leurs tenues sont bien trop sexy en période de Ramadan. La situation amuse Sally, mais terrifie sa fille qui presse le pas. Mais je cours parce que ça me saoule. C'est normal. Mais ça m'énerve, t'as vu comment ils crient? On dirait qu'ils n'ont jamais vu de filles de leur vie, là. C'est pas qu'ils ont passé que à cette heure aussi. En fait, voilà, on est en période de Ramadan, t'es élégante, t'es maquillée. T'es plus élégante que toi, oui. Oui, mais c'est pour ça qu'ils nous regardent, c'est parce que c'est pas correct. Bonjour. Bonjour. C'est le paradoxe tunisien. Si les femmes doivent se faire discrètes en journée, certains soirs autorisent toutes les fantaisies, les soirs de mariage. À l'abri des regards, l'oasis des femmes, les salons de coiffure. Les futurs mariés s'y font chouchouter des heures durant. Car ici, le mariage reste une étape fondamentale dans la vie d'une femme. Sans ce sacrement, il est très difficile de mener une vie de couple. La fouta, l'habit traditionnel des mariés, fait rêver la petite Française qui cherche une nouvelle robe pour le mariage d'un cousin. Non, tu peux pas Nelly, essaye-le parce que déjà t'es pas mariée. Tu peux pas le porter un truc comme ça. C'est lourd, hein. C'est hyper lourd, hein. Bah, oui, c'est brodé à la main donc. La jeune fille devra se rabattre sur un autre modèle. Cette robe fourreau, plus adaptée à son statut de jeune fille célibataire. Ah oui, mais parce qu'elle t'a trop resserré. Mais Nelly, est-ce que tu vas pouvoir danser? Une location à la soirée pour 200 dinars, soit 100 €. Pour la maman, le sacrifice en vaut la peine.
C'est l'endroit, on va dire, l'endroit essentiel pour éventuellement rencontrer en fait l'homme de sa vie. On se sert des mariages parce que c'est le seul moment où on se met en valeur. C'est le seul. Je dis pas tous les jours on est en valeur, on est naturel et tout, mais ce soir-là en fait tout est permis. Tout sera permis, mais il reste encore 10 jours à patienter avant la fête. En attendant, Nelly va tenter tant bien que mal de profiter de ses vacances. Ce soir-là, après le dîner, place aux négociations. Elle compte bien sortir avec des amis. Ah, t'appelles ta cousine, là, qui vient te chercher. À Béziers, la jeune fille est libre comme l'air. Mais ici, impossible de sortir le soir sans escorte. Il fait nuit, voilà, Nelly ne connaît pas, elle ne connaît pas la ville, elle ne connaît pas les rues, elle ne connaît pas les gens, elle n'a pas de repères et puis les gens ne la connaissent pas aussi. Donc ils peuvent croire que c'est une touriste qui se balade, mais bon, fait, voilà, les gens, elle peut avoir des gens qui la merdent, des gens qui fait des jeunes qui la suivent, qui la draguent, qui l'embêtent. Fait, elle peut avoir en fait un tas de choses. Échaudée par sa mésaventure de l'après-midi, Nelly demande à son père de valider sa tenue. Vous allez, parce que c'est un peu tard, là. Ben toi, tu trouves pas que c'est vulgaire? Non, c'est clair. Merci, papa. Comme souvent, c'est lui qui va faire le chauffeur. Nelly a convaincu ses cousines de sortir dans un des rares cafés mixtes de la ville. Ses cousines, mais aussi 2 amies venues de Béziers, elles aussi. J'ai envie de rigoler quand je fais ça, tu sais. Les franco-tunisiennes sont enfin à l'aise, mais cette fois, c'est la cousine de Nelly qui est gênée. Il y a trop d'hommes. Le clochard. Manette à clochard qui fait chier, clochard. Des garçons? Oui. Manette garçon clochard? Oui. بابا ما يحبش ما يحبش معناها يتكلموا برشا معناها ويلاحظوا برشا يقولوا معناتها شو هذيك معناتها بنت فلان معناها خارجه. Si par exemple elles sortent entre copines et qu'elles s'assoient avec des hommes par exemple, même que ce soit leurs amis ou un truc comme ça, et qu'il y a quelqu'un de leur famille qui les voit, ouais j'ai vu ta fille avec telle personne, elle est avec des gars, et ils vont commencer à mitonner, les parents ils vont se faire une mauvaise idée, ils vont plus laisser leur fille sortir. C'est le fameux qu'en dira-t-on, un étau pour la jeunesse maghrébine. Ici, tout le monde se connaît. Les enfants d'immigrés sont très vite repérés. D'ailleurs, à peine sortis du café, les sifflets recommencent. Allez, ça si. J'ai l'impression d'être un bout de viande, d'une marchandise quand ils font ça parce que c'est lourd quoi. Parce qu'une fois qu'ils draguent, ils lâchent pas quoi. Ils peuvent te draguer, mais après te lâcher, mais je sais pas, ils te collent comme ça, c'est... Mais ces dragueurs ne sont-ils qu'intéressés par leur beauté? Ce soir-là, les jeunes femmes profitent de notre présence et leur posent la question. ما عملتش هيك. ليه ليش انتم معناها الاولاد كله؟ ها؟ انا قلت لك حلوين برشا. الناس كل تلوج على النمر. ما عندكش التليفون ما عندك؟ ايه فما حاجه تحب الاوراق ولا حاجه كذا. ولا حكيتها لا فيريتي شنو؟ قلت لك احنا نقراو اما كما لقيناش حاجه نخرج Je pense que d'un côté, ils se disent on va la draguer, elle va prendre ça bien, donc je vais l'aborder, je vais essayer de chercher avec elle, je vais essayer de me marier avec elle, et après, direct et tout, je vais avoir les papiers. Donc ça va être un peu facile, ça. Une drague légèrement intéressée. Nelly est déçue. Sa double nationalité n'y fait rien. Ici, tout le monde voit en elle la française. Nelly commence à comprendre la complexité de son statut de française au bled. Retour dans la vallée de la Malcata, au nord du Portugal. Depuis le retour des enfants d'immigrés, Foyous revit pour le plus grand bonheur des anciens du village. David, dont la mère a vécu ici toute son enfance, s'apprête à retrouver ses grands-parents.
Tiens, Abo. Como é que estás? Então, como é que estás? Estás melhor? O joelho? Como é que estás? Toute vêtue de noir, Isabelle porte encore le deuil de sa fille, décédée il y a 6 ans. Son premier réflexe en voyant David, lui demander une photo de sa mère. Un moment extrêmement gênant pour le jeune homme. C'est comme ça tout le temps? Ouais, tout le temps. Ah oui. Tu peux rien faire. Le mieux, c'est pas de lui en parler parce que sinon, quand on s'en souvient après, enfin, on s'en souvient tout le temps, mais si tu mets ça sur le tapis après. Pudique, David ne parle jamais de sa douleur à sa grand-mère, même si lorsqu'il est ici, il pense constamment à sa maman. J'ai fait un tatouage, comme ça, elle sera toujours auprès de moi en fait. Voilà, c'est écrit maman en portugais avec la croix. Si David est aujourd'hui français, c'est parce que son grand-père José a fui le Portugal, la dictature et la misère en 1957. Il avait 29 ans. C'est mon cousin, et puis à droite, c'est moi. À l'époque, son métier de fermier ne lui permet pas de nourrir sa femme et ses 2 filles. Un passeur propose aux villageois les plus courageux un Eldorado, le pays démocratique le plus proche, la France. José met toutes ses économies dans ce périple et parcourt 650 km à pied jusqu'à Bayonne. Dans le village, parce que tout le monde parti en France. Pas toujours en même temps, mais cette année, il prend 7 ou 8. Et puis, dans un mois ou 2, il prend 7 ou 8 plus. Et puis, comme ça, il les amène tous. Il y avait des risques? Il y avait des risques, parce que nous étions partis clandestinement en France. Et Quel puis, risque il y avait? Il y avait, si nous pris la police, il nous ramène au Portugal, et puis il nous amène à la prison. José trouve finalement refuge dans l'Ariège, où il travaille comme ouvrier dans les mines. Sa femme fait des ménages. Une caravane fait office de maison. Qu'importe, la famille vit enfin décemment. Un rêve français qui, pour José, n'a pas de prix. Vous pensez encore souvent à la France? Si, toujours. J'ai aimé toujours la France. J'ai aimé parce que aussi, nous sommes pauvres. Et puis, depuis qu'on nous avait rentré en France, parce que la misère, elle est partie. J'aime la France. C'est la France qui nous a donné la vie. Oui, c'est la France. Comme José, la plupart des anciens exilés ont pris leur retraite au pays. Leur pension française leur assure une vie plutôt confortable. Ils touchent en moyenne 2 fois plus que leurs compatriotes. Si leur retour a fait renaître le village, il a aussi permis de perpétuer une tradition ancestrale, la capella. Un spectacle tauromachique sans mise à mort. Les villageois affrontent un taureau déchaîné derrière une grande fourche en bois, le fourquin. La capella de Foios est réputée dans toute la région. Chaque année, des milliers d'aficionados y assistent. L'organiser de A à Z, voilà le défi de David qui s'affaire à monter l'arène au beau milieu de la place du village. Lui et son cousin se sont portés volontaires. Une façon de prouver aux anciens que les petits Français assurent la relève. Allez, je reprends la peine, toi, un peu là. Il faut que tu remplaces les vieux un peu. Allez, vas-y. La pression est grande. Ils sont responsables de la sécurité de l'événement. Or, si le sol n'est pas parfaitement lisse, les choses peuvent très vite déraper. Si quelqu'un court et qu'il trébuche justement avec un trou ou une motte de terre, dans la plupart des cas, le taureau arrive à l'attraper et c'est le drame, quoi. Et nous, c'est pas ce qu'on cherche. La plupart des gens qui sont ici, c'est notre famille ou nos amis, donc il suffit qu'il arrive un malheur, la corrida est gâchée.
Les anciens du village ont tous su à organiser cette fête un jour ou l'autre. Aujourd'hui, ils sont ravis de voir les Parisiens reprendre le flambeau, mais cela n'empêche pas une pointe de scepticisme. A gente todos falamos uns com os outros para ver se tem uma boa corrida. E agora estamos à espera que seja uma boa corrida. Pour être à la hauteur, il leur faut des taureaux combatifs. Depuis la France, les cousins ont réservé plusieurs bêtes à un éleveur, mais à 10 jours de la fête, ils ne les ont toujours pas vus. Le lendemain matin, jour décisif pour les deux cousins. Ils s'apprêtent à découvrir les bêtes que l'éleveur leur a réservées, soi-disant les plus belles du cheptel. Le père et le grand-père de Jérôme les accompagnent au cas où le maquignon déciderait de jouer un mauvais tour à ces deux novices. Là, c'est le moment fatidique, là. On va savoir si on est content ou pas du tout. Donc on verra. On le saura dans 5 minutes. Ah, attendez. Premier aperçu. Oh, le marron, il a l'air tout petit. Le marron, il a l'air tout petit. Ah, le marron, je le veux pas, moi. O primeiro ou o segundo, estes dois irmãos, são iguais, ou um ou outro. Regarde, tu vois lequel là. Tu vois, à côté. Tu vois, regarde son cul, on voit les os quand même. Il y en a un ou deux avec 50 kilos de plus, ça sera un peu mieux, quoi. Le lot de 7 taureaux vaut 13 000 €. À ce prix, les cousins en veulent pour leur argent. Alors les anciens vont tenter de négocier 2 bêtes de plus pour le même prix. Nós queremos levar bojido. Para a noite. O que é que se pode fazer? Ah, caralho, então eu para perder dinheiro deixo ficar o touro. Espera, eu para perder dinheiro deixo ficar o touro, não corro, guardo para o ano. E para o ano eu faturo com ele. Mas estás a exagerar, pá. L'éleveur fait du chantage. Alors les anciens trouvent l'argument choc. Le village, un de ses plus gros clients, ne traitera plus avec lui s'il refuse. Le maquignon va finalement céder. Bon, on y va? Attends, tu vas rester là toute la journée. Au final, 9 taureaux pour 13 500 €, une somme considérable que les deux Français devront payer à l'éleveur à la fin du spectacle. Ils n'ont que 10 jours pour trouver l'argent. Leur principale source de revenus, c'est la vente de t-shirts. Chaque année, les organisateurs de la fête en fabriquent pour l'occasion. On va aller chercher les cartons, des t-shirts, voir s'ils nous plaisent. David et Jérôme ont passé commande auprès d'un ami du village. Je le découvre en même temps que vous, hein. Ah, il est trop beau. Moi, j'aime bien en tout cas, ça rend bien. Et le taureau derrière, que j'ai dans ma chambre. C'est... São gostas? Tá. On espère tous les vendre, donc on les vend 9 €, on en a fait je crois 750. Donc il faut faire le calcul. Près de 7 000 € à la clé, soit la moitié de l'argent nécessaire pour payer l'éleveur. Le lendemain, c'est enfin le grand jour. Les villageois trépignent, cela fait 1 an qu'ils attendent le spectacle. Voilà, Ce qui se joue aujourd'hui est le résultat de plusieurs mois de travail. Vas-y, va les prévenir si tu veux, moi je vais y aller. Enfermés depuis 24 heures, les bêtes sont particulièrement remontées pour le plus grand plaisir des villageois. Dans quelques minutes, ces 11 taureaux vont être lâchés en pleine rue, histoire de mettre le public en appétit avant la capella. Voilà, ça commence à monter. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'enjeux, mais ça commence à monter un peu. L'exercice est périlleux. Pour que les bêtes ne s'égarent pas au milieu du village, des dizaines de cavaliers sont venus prêter main forte. Le long du parcours, des villageois érigent à la hâte des barrières de façon artisanale que les garçons doivent contrôler. C'est bon, ça tient. Nickel. Bon, normalement, ça devrait être bon. Ouais. Les taureaux ils arrivent dans 2 minutes, alors on a vérifié vite fait les barrières. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Oui, normalement, il n'y a pas de souci, on croise les doigts.
Avec plusieurs milliers de personnes dans les rues, les risques sont grands. Chaque année, ces lâchers de taureaux font des blessés dans la région. C'est parti. Première étape réussie. La capella tant attendue peut enfin commencer. Derrière un maire particulièrement fier, David porte haut les couleurs de Foius, sous les acclamations de la foule. Le jeune Français ne s'est jamais senti autant portugais. Ça fait plaisir. Hein. On espère que tout le monde va être content à la fin de la corrida. Comme le veut la tradition, les organisateurs se positionnent aux extrémités de la fourche, les places les plus dangereuses. La bête est déchaînée. Ces 500 kilos de muscles menacent directement Jérôme. Un villageois va tenter de faire diversion. Puis tous se ruent sur la bête. Plus de peur que de mal, tout le monde s'en sort indemne. Le spectacle est un franc succès. Portés en triomphe dans le village de leurs aïeux, les petits Parisiens savourent là la plus belle de leur victoire. Abidjan, la plus grande ville de Côte d'Ivoire. Avec leur look à la française, les benguis comme Rosalie sont vite repérés. Dès son arrivée, elle a toujours le même réflexe. Elle file chez son coiffeur, se refaire une beauté. Bonjour. Ici, Rosalie redevient coquette. Mettez-vous à ma disposition. Oui. Moi, je m'occupe de vous. Arrange-moi pour qu'on puisse me draguer. Je veux au moins 8 dragueurs noirs ici. Ah. Aujourd'hui, au pays, voilà la tendance. Tout le monde est choco. Voilà, c'est le nouveau mot, ça, c'est le mot qui prime quoi. Choco, voilà. Habille près du corps. Choco. Tout le monde refuse de vieillir. Être choco pour se fondre dans la masse. Une manière également pour l'immigré de Massy-Palaiseau de retrouver son identité africaine. Moi, je viens de Paris. Regarde ma figure. Et puis, regarde toutes les dames qui sont là, qui sont ici. Elles sont toutes belles, hein? Toujours belles, les Ivoiriennes. Toujours. Même si elles n'ont pas d'argent, elles sont toujours bien belles. Elles ne sont pas comme moi qui suis un peu en je m'en fous là. Pour se rattraper, Rosalie ne va pas y aller de main morte. Vernis à ongles, massage de pieds, coloration, brushing. Pardonnez, coupez votre affaire, je suis en train de mourir. Voilà, merci mon fils. Rosalie a fait la totale. Elle peut enfin retrouver les siens dans le quartier de Yopougon, où elle a grandi. Je me sens revivre. Là, je me rappelle de mon enfance. Donc voilà. Bonjour. Chaque mois, elle verse une centaine d'euros à sa mère pour mettre sa famille à l'abri du besoin. À peine arrivée chez elle, sa cousine Léla et sa maman Ariette lui sautent au cou. Ça va. Ariette est particulièrement fière de sa fille qui travaille en France. Tu vas bien? Merci. Ici, la petite auxiliaire de vie est accueillie en véritable star. Et tes gars. Oh, la tante! La tante! Ça va? Et les enfants? Ils vont bien. Ils vont bien. D'accord, je reviens. D'accord. Chaque année, le rituel est immuable. À peine arrivée, Rosalie se transforme en Père Noël. D'accord. Attends, voilà un petit cadeau pour la vieille. Oui. Tiens, un petit eau de Cologne sur tout. Maintenant, toi,
cette crème-là. Oh, ma bijou, oh là là. Oh. Jean-Paul Gaultier. Oh, chaud, chaud, chaud. Ça, c'est une crème, quand tu mets, tous les hommes te draguent. Oh, ma bijou, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, tu vois, ça va, ok. C'est bien. D'accord. Mais oui, mais j'ai pas eu le temps, oui, bon, vraiment. Pas... Tu m'as vu, non? C'est déjà bon. Elle est heureuse là-bas, elle a tout. Comment donc, moi, je suis content. Mais est-ce que tu sais que je souffre là-bas? Non, 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 non. Je ne peux pas permettre que tu souffres là-bas. Mais je souffre. Non, on m'a dit avec toi là-bas, tu ne souffres pas là-bas. Mais et le boulot dur que je fais là-bas? Ça fait rien. Une fille, toi, fait un boulot dur, hein? Parce que si elle n'a pas fait ça, c'est pas là, on dit une femme. Donc une femme doit travailler dur? Oui. En France, ils imaginent autre chose. Ils ne peuvent pas savoir comment on souffre là-bas. Ils ne peuvent pas savoir. Tu vas beau leur expliquer, ça ne passera jamais. Donc voilà, on fait avec. Tous les voisins s'agglutinent autour de Rosalie, qui vient du fameux pays du paradis. Un Ivoirien sur 2 vit avec moins de 1 euro par jour. Alors, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter le pays. Marcel, toi, tu as envie d'aller en France? Bon, on ne sait jamais. Si ça arrivait? Oui, si ça arrivait, je vais partir. Mais pourquoi tu veux partir en France? Bon, si la meilleure vie là-bas. Il suffit de gagner au moins 1 000 euros là-bas, ça te fait un pactole. Je gagne 1 300 euros par mois. Ma maison coûte 1 000 euros. Tu as 300 euros, tu épargnes de côté. Tu manges pas? Au bout de 5 ans. Attends, tu manges pas? Tu payes pas l'essence? Mais tu prends le métro. Le métro, c'est gratuit. Là-bas, on est couvert par des fonds sociaux. Vous faites trop d'idées. Là-bas, on est couvert par des fonds sociaux. Qui te renseigne, toi? J'ai des amis qui viennent de là-bas. Bon, c'est des menteurs. Laisse ça. Arrête de rêver, on souffre là-bas. Je commence à travailler à 8 h. Je finis à 18 h, souvent à 19 h. Et arrivé à la maison, je coiffe, je tresse pour finir souvent à 4 h du matin. Et à 8 h, je vais encore au boulot. Tu sais ça? Non, là, j'ai pas une idée. Dialogue de sourds. D'ailleurs, dans la minute, sa mère et sa cousine n'hésitent pas à lui réclamer de l'argent. Tu as payé un taxi de qui encore? Moi, il m'avait commencé. Oh, vraiment? Toi, tu dis quoi? Tu vas aller au marché. Bon, faites la monnaie. Tu lui donnes 5 000, tu prends 5 000. L'équivalent de 15 euros. Vous ne m'emmerdez plus, hein? Ok, allez, au revoir. Au revoir. La Benguisse a l'habitude. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, à 35 ans, Rosalie avait une bonne situation. Elle était patronne d'un atelier de couture. Le lendemain, elle nous y accompagne. C'est la première fois qu'elle revient sur ces lieux. Cet homme, c'est le fils de la propriétaire qui lui louait l'atelier. Après toi, j'appelle, on me dit trucs. Et puis, il faut aller adhérer à l'association. Ça serait vraiment des fois adhérer, tu assistes aux réunions. Oh, mais c'était bien ici avant, hein? Mais là, qui habite ici maintenant? Avant, c'est avant la guerre civile. Okay. Là, c'était la salle de couture et c'était mon bureau, ça. Mon Dieu, ouais, c'était là le bureau. Et la salle d'essayage. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Car ce quartier, aujourd'hui plein de vie et d'insouciance, a basculé dans le chaos en 2000. En quelques semaines, des dizaines d'Abidjanais meurent sous les balles. Le quartier de Rosalie est à feu et à sang. C'est lui-même qui m'a appelé pour me dire « Ah, les gens sont rentrés, ils ont cassé tout et ils ont presque tout pillé. » Je suis venue, j'ai trouvé tout était pillé. Parce que c'était la guerre, les gens voulaient tout, ouais. Ils cassaient les magasins, ils volaient tout. Qu'est-ce qu'il y avait par exemple ici là? Tout était dispersé, la plupart étaient déjà partis. Donc le peu qui était là, hein. Il restait 2 ou 3 machines, on ne pouvait rien faire. Et qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Me tuer, la mort, voilà. Voilà. Pourquoi? Oui, mais je n'avais plus rien. Comment j'allais vivre? Comment j'allais m'organiser? Je n'avais plus rien. Donc c'est tout ça qui m'a poussé à aller en Europe et puis tout recommencer. Rosalie a tout perdu. En 2001, battante, elle décide de tenter sa chance en France pour redonner un avenir à ses 3 enfants. Une des périodes les plus douloureuses de sa vie.
13 ans plus tard, Rosalie est fière de sa réussite. Mais elle culpabilise d'avoir laissé toute sa famille derrière elle dans la pauvreté. Sa cousine Hortense, dont elle était très proche, vient de mourir à 38 ans d'une maladie foudroyante. Rosalie se rend aujourd'hui dans son village pour lui rendre hommage. Un périple qui l'emmène aux origines de sa famille, la vallée du Bandama, à 8 heures de route d'Abidjan. Vous ne sentez pas l'odeur de la brousse, la vraie brousse? C'est le retour aux sources là aujourd'hui? Oui, c'est le retour. Là, on vient retrouver les parents et voilà. C'est ici que vivent les Baoulés, l'ethnie de Rosalie, la plus grande de Côte d'Ivoire. L'eau est rare, l'électricité inexistante. L'espérance de vie dépasse rarement les 50 ans. Cela fait 10 ans que l'enfant du pays n'est pas revenu. L'accueil va être à la hauteur de cette longue absence. Pour le chef du village, l'événement est de taille. Tout le monde a quitté les champs pour saluer la Française. Elle habite en France et nous sommes contents. C'est pas tout le monde qui va en France. Elle est en France, elle arrive, c'est la voix totale, c'est la joie totale. On est content. Elle est bien. Oui. Ah, c'est bien. Clignon. Clignon, oui. Ça, c'est. Clignon, oui. Drogba. Tu as des nouvelles go? Oh le vieux! Bon, je vais t'envoyer une femme blanche. Ma blabla foi blanc. La cérémonie en l'hommage de sa cousine défunte commence. Entraînée par les rythmes de son enfance, Rosalie s'amuse. Habituellement, ces danses ne durent que quelques minutes. Mais ce jour-là, c'est le grand show. Les Baoulés ont prévu plus de 2 heures de spectacle, spécialement pour la Benguis. La petite immigrée a droit aux mêmes honneurs qu'un chef d'État. Des honneurs qui ne sont pas complètement désintéressés. Le geste a le mérite d'être clair. Il lui en coûtera 100 €. Ça, je sais ça. Ce n'est pas tout. Comme la coutume l'exige, Rosalie doit maintenant offrir un cadeau pour honorer sa cousine. Rosalie n'est pas vraiment surprise. Quand il y a un décès, il faut être là. Mais quand tu n'es pas là, quand tu viens, tu es obligé de demander pardon, de payer les amendes, vraiment. L'amende est plutôt salée. 100 € de plus. Une somme importante pour l'auxiliaire de vie qui gagne le SMIC. Mais ici, elle sait qu'elle permettra de faire vivre le village pendant des semaines. Les hommes en ville, ils se suffisent. On donne ce qu'il faut. Pour que l'enfant ici ait dans le besoin d'avoir un peu de riz même pour manger. Rosalie repart avec le sentiment du devoir accompli. De sa brousse natale à Abidjan et d'Abidjan à Paris, elle mesure le chemin parcouru. Un chemin solitaire et semé d'embûches, mais qui l'a éloignée de la misère à jamais. Retour en Tunisie. Hammamet, l'une des stations balnéaires les plus touristiques du pays. Les vacances continuent pour la famille Gerbi, et cette fois-ci, on s'y croirait vraiment. Willem et ses amis s'offrent un tour de bouée gonflable entre garçons.
tu veux pas? Allez, je sais que t'as meurs d'envie, vas-y Nelly. Arrête de me... Les cousines de Nelly n'ont pas pu venir. Alors pour que sa fille ne soit pas en reste, l'autre fille lui offre un tour de chameau. En solitaire, certes, mais elle retrouve le sourire. Un sourire qui ne quitte pas son petit frère depuis le début de son séjour. « 5 heures du matin, à Beni Khaled. Nous retrouvons Willem en plein match de football. L'adolescent n'a pas hésité à se lever aux aurores pour retrouver ses amis. Allez, oh! Oh! Putain, pourquoi il s'entre pas? Willem met un point d'honneur à observer scrupuleusement le ramadan. L'adolescent de 16 ans n'a pas bu une goutte d'eau depuis le lever du soleil. 2 heures de foot aux aurores, sans manger ni boire. Un challenge. Mais vivre comme les jeunes du quartier lui semble primordial. Je suis tunisien, j'habite ici. Je suis pas qu'en vacances, je suis chez moi. Ça change pas. Et en France, tu fais quoi? Je suis français, je suis français de base. Tunisien, je suis tunisien. Tu es français ou tunisien? Ben, je suis tunisien. Et français, comme tout le monde. Enfin, comme tous ceux qui sont en vacances en Tunisie. Malgré tous ses efforts, ses amis ne sont pas vraiment du même avis. Explique, فسرني شوي. كيفاش تفكروا لهيك؟ كيفاش الناس يفكروا لهناك يراوا ولاد؟ ماذا بهم الناس يطلعوا لبرا، الناس الكل تحب تمشي لفرنسا. نخدموا ما صرت نلبسوا. هو ابوه يعطيه. بابا كل يوم يعطي فلوس. انت تضرب في المرمى. ايه مرمى تخدم في البني. تبني دار. في الدار تو في المكتب اللي ايه كان جيت كيفك جاي من فرنسا راي معاهم في بابا في الدار. يا اخي مشي في المكتب. كنا نقرا. Tunisien selon lui, français pour ses amis. Difficile de trouver sa place au bled lorsqu'on y passe quelques semaines par an. Pour que les adolescents se sentent enfin chez eux, leurs parents pensent avoir trouvé la solution. Direction Tunis, la capitale, à 40 km de Beni Khaled. Changement de décor radical. Sally emmène sa fille dans un club branché. C'est la première fois que Nelly met les pieds dans un tel endroit. Alors Nelly, qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît? Elle voit qu'il y a des jeunes comme elle, tu vois, qui sont... Bien sûr. Ça c'est important quand même. C'est pour ça que je l'ai amenée vraiment pour qu'elle voie qu'il y a un côté, un petit peu de la Tunisie moderne. Nelly n'en revient pas. Contrairement à ses cousines, les femmes ici sont à l'aise avec leur corps. Certaines fument même la chicha, traditionnellement réservée aux hommes. Nelly s'amuse enfin. Une Tunisie libérée dans laquelle la jeune fille se retrouve. Sortie de boîte, Nelly en profite pour discuter avec des Tunisiennes de son âge. Cette image-là de la Tunisie, je pensais que les filles étaient assez réservées. Donc quand je vois ces filles qui se mettre des mini-jupes et tout, moi je pensais que j'étais la seule habillée court et tout, et c'est vrai que je suis restée bouche bée. Est-ce que vous provoquez des réactions, vous, dans la journée? Ouais, bien sûr. Par exemple, quand je passe devant les cafés complètement arabes, où il n'y a que des hommes et tout, c'est comme si ils n'avaient jamais vu une femme. C'est clair. Ils nous sifflent, ils se retournent comme ça, comme s'ils n'ont jamais vu une femme. Et moi, justement, j'ai envie de les provoquer. Voilà, on dirait qu'on est des extraterrestres. Des Tunisiennes émancipées qui se battent pour le rester. Encore une découverte pour Nelly. Jusqu'à présent, l'adolescente a du mal à s'habituer au carcan tunisien,
Mais les traditions vont la rattraper. De retour à Beni Khaled, du côté de la famille de Sally, la maman de Nelly, une après-midi entre femmes. On parle de tout et de rien, mais un thème revient souvent, les hommes. Non. Cherchez le garçon, les garçons comme ça, hein. C'est pas un que lui. Hein. Nelly a fait la rencontre d'un jeune Tunisien qui souhaite lui demander sa main. La question fait débat entre les 3 générations. Mais maman, c'est pas fait, il n'y a rien de fait. Oui, mais maman, elle avertit parce qu'elle a peur que ce truc. Elle préfère la mettre en garde. Mais voilà, donc on parle, on s'énerve un peu, mais... Moi, je suis pas prête de me marier. Moi, je veux continuer mes études. Moi, je vais aller à l'université, je veux voyager, je veux faire plein de choses. Débat sur... Si la question du mariage n'est pas d'actualité, Nelly en profite pour se confier à nous à ce sujet. En matière d'amour, elle souhaite se préserver pour l'homme de sa vie. Ma virginité, c'est important, c'est la fierté de ma famille. Ils n'ont qu'une seule fille, je ne voudrais pas leur faire honte. Déjà, pour moi, je ne voudrais pas me faire honte parce que déjà, je sais que je suis une fille bien. Voilà, ça fait partie de mes valeurs, quoi. C'est ma dignité, ça fait partie de mes valeurs. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé encore l'homme de ma vie. Cet époux idéal, Nelly pense le trouver dans la communauté maghrébine. Pour moi, que ce soit pour moi ou mes parents, après c'est pas une obligation parce que c'est pas mes parents qui me disent tu dois te marier avec un Tunisien. C'est un choix. Les Français n'ont pas la même mentalité que les Roubaix, que ce soit arabe et tout, parce qu'on va dire que, par exemple, une fille qui doit rester vierge jusqu'au mariage, ils peuvent pas comprendre cette religion-là. Je sais pas. Il y en a qui peuvent pas comprendre. Et que quand je rencontre des Tunisiens ou des Algériens ou des Marocains, ils comprennent ma situation. Vous voyez. Rester vierge jusqu'au mariage. Oui. C'est l'heure de manger, on attend pour toi là, parce que tu sais, tous ces... La franco-tunisienne est pleine de paradoxes. Même pas. Ce soir, le mariage tant attendu est enfin arrivé. Nelly et sa maman vont respectueusement saluer les mariés, installés à part sur cette estrade. Les festivités peuvent commencer pour Nelly. Car en Tunisie, c'est souvent à l'occasion des mariages que naissent les futures unions. Mais à observer la piste de danse, il est difficile de le croire. Les jeunes filles d'un côté, les jeunes hommes de l'autre. Ils s'évitent soigneusement. À table, on s'observe du coin de l'œil. Et Nelly, la petite Française, semble bien décidée à trouver le prince charmant. Je n'ose pas tourner la tête. Je sais pas, j'ai trop de fierté et je n'irai jamais faire un garçon. Un petit jeu auquel tout le monde se plie. Car en Tunisie, il existe un protocole, l'intermédiaire. Généralement, un homme ou une femme de la famille. L'entremetteur de Nelly, c'est son oncle. Cet homme avait déjà organisé la rencontre entre ses parents il y a 25 ans. Il va l'aider à repérer des garçons en lui faisant faire le tour des tables. Sa mère n'en perd pas une miette. À 18 ans, sa fille est en âge de se marier. C'est la fête, tonton. Vite fais le tour. Si tu veux, j'ai dit non, pas de vieux. Avec ses allures de femme fatale, Nelly n'est pas passée inaperçue. Il y a 3. Vas-y, dis. Il y a celui avec la chemise rose. Et celui qui est avec la chemise carrée bleue. Et lui qui tient vraiment à prendre ton numéro de téléphone. Et il est juste à côté, celui qui fait les photos là. Il veut te connaître. Hein? Il veut te connaître, il a dit ça. Voilà, si ça t'intéresse. Sinon. Le jeune homme, c'est le photographe de la soirée. Qu'est-ce que tu en penses? À juger. D'accord. Eh bien. Ils sont à peine à quelques centimètres et les deux jeunes gens ne s'adresseront pas la parole. Il faudra une bonne demi-heure pour qu'ils se regardent et s'échangent leur numéro de téléphone, très discrètement. Enfin, presque.
Ce début de flirt n'a pas échappé aux femmes de la famille. J'ai le numéro. C'est bon, je fais connaissance, il n'y a rien de mal. Est-ce que tu fais un truc de mal? Le mariage, c'est pas fait pour ça? Si, c'est fait pour ça. Il est très beau jeu. Mais bon, c'est pas le plus important, les yeux. Non, mais je trouve. Il est venu. Il me dit quand est-ce que je peux t'appeler? Un numéro de téléphone ce soir et le lendemain, Nelly recevra 4 demandes en mariage. 5 bonnes raisons de revenir l'an prochain. Autre ambiance à Foios, au nord du Portugal. Tandis que la procession de Saint-Pierre, le patron du village, bat son plein, David dort toujours dans la maison des grands-parents. Entre eux et lui, c'est parfois un choc des cultures. Il faut bien habiller pour voir le Seigneur, il faut même le courir, il est content pour qu'on va bien habiller. Ici, au Portugal, les catholiques pratiquants sont 4 fois plus nombreux qu'en France. José est un habitué de la messe. David a beau se considérer comme un enfant du pays, ses habitudes dominicales sont quelque peu différentes. Ah, David. T'es où? Oh. T'es mort ou quoi? Faire le mort le jour de la messe, la spécialité des jeunes du village. Une attitude qui peine profondément José. Il est très religieux normalement, David? David, pas beaucoup. Non, c'est pas comme sa mère ni comme nous. Non. Je sais pas, parce que je voudrais que tout le monde va à la messe. Je crois que c'est important pour aller à la messe, c'est important. Cette année encore, c'est sans son petit-fils que José rejoint la procession qui bénit chaque maison. La grand-mère de David est trop faible pour y participer, alors elle organise son propre coin de prière. Une dizaine de saints étalés sur la terrasse, Jésus, la Vierge Marie et au milieu, la photo de sa fille disparue. Autant de rituels et d'objets religieux qui exaspèrent le petit Parisien. Il pense que tout dépend de Dieu en fait. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le décide donc. Mais ils sont vraiment trop dans l'excès, je trouve. Vous ne pensez pas ça? Peut-être pas autant, non, ça c'est sûr. David va finalement vouloir se racheter. 10 minutes plus tard, il rejoint son grand-père. Un spectacle qui réjouit Isabelle. Vous rachetez un peu en faisant la procession, c'est ça? Ouais, c'est plus important. Pourquoi? Au moins les gens ils voient que j'étais là. Être là, fidèle à son village, à ses traditions, à sa famille. Pour David, l'enfant d'immigrés, l'amour du pays est plus fort que tout. Un amour venu de sa mère et qu'il compte bien transmettre à son tour plus tard à ses enfants. À la fin des vacances, Nelly n'embarquera dans sa valise aucun des prétendants qu'elle a rencontrés cet été. Finalement, la jeune Française n'a pas trouvé grand-chose à leur dire. Rosalie, quant à elle, trouve enfin un peu de repos avant de repartir vers sa vie épuisante d'immigrée en banlieue. Elle a fait le plein de la beauté des paysages de son pays, de plus en plus lointain.